Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, comme je vous le disais ce matin, l'actualité brûlante se situe dans le sud du pays. Nous y reviendrons probablement dans le courant de cette heure d'actualité. En tout cas, la revue de la presse israélienne, eh bien, la presse israélienne, elle mentionne un titre important que nous avons déjà évoqué dans les titres il y a quelques instants. Un titre important qui revient ce matin dans les deux principaux quotidiens israéliens, le Israël Hayom et le Yediot Aharonot. Et ce titre concerne la présence iranienne dans le sud de la Syrie. Selon des informations qui n'ont pas été encore confirmées, des arrangements auraient été conclus entre Israël et la Russie. Des arrangements selon lesquels c'est Assad qui déploiera ses forces sur la partie syrienne du plateau du Golan, tandis que les Iraniens, eux, seront interdits d'accès dans cette zone. Les Russes auraient pris l'engagement auprès de Binyamin Netanyahou que ni les Iraniens ni le Hezbollah ne pourraient s'approcher de la frontière avec l'État hébreu. Cette information coïncide avec les propos très, très clairs tenus hier par Binyamin Netanyahou qui a affirmé que l'armée iranienne devrait quitter l'intégralité du sol syrien. Dans le Israël Hayom, ce développement a été révélé pour la première fois hier soir dans le journal télévisé de la seconde chaîne, est qualifié de dramatique, et le journal souligne que la Russie devrait également appeler publiquement toutes les armées et le journal souligne également que la Russie a appelé publiquement toutes les armées étrangères à quitter le territoire syrien. C'est une déclaration qui a été faite hier par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Une déclaration importante, et il faut souligner, comme le font ce matin les quotidiens israéliens et surtout la radio israélienne, que demain, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, doit effectuer une visite à Moscou à l'invitation de son homologue russe, Sergei Chevigo. Monsieur Lieberman sera accompagné du nouveau chef des services de renseignement militaire, Tamir Heyman, et de l'un des chefs du Mossad. Donc, une des rencontres importantes en Russie pour tenter d'instaurer un nouvel ordre dans le sud de la Syrie, sur le plateau du Golan, que ce soit, c'est-à-dire en particulier, bien entendu, dans la partie syrienne de ce plateau du Golan, et ce dans le cadre donc des déclarations faites par Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie syrienne, visant à demander le retrait de toutes les forces non syriennes du territoire syrien. Du nord au sud, cette fois avec, comme l'indique ce matin tous les quotidiens, à nouveau des tirs palestiniens dans la bande de Gaza, alors vers le territoire israélien. Je vous le disais en titre tout à l'heure, il y a eu depuis ce matin plusieurs alertes rouges, mais dès hier soir, et c'est ce que mentionnent essentiellement les quotidiens israéliens, des cartouches ont été tirées à partir de la bande de Gaza. Ils ont touché une maison, ont endommagé une voiture dans la localité de Sderot. Cela s'est passé vers 20h. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. C'est uniquement par chance, puisque le propriétaire de la maison touchée était chez lui et il gardait son petit-fils d'1 an et demi. Le maire de Sderot a réagi en affirmant qu'il était persuadé que le ministre de la Défense et le chef d'état-major ne laisseront pas une telle agression sans riposte. Et donc, depuis ce matin, il y a donc un développement important dans le sud du pays. De même, le Yediot Aharonot nous annonce qu'hier après-midi, Tsahal a torpillé une tentative d'infiltration de 2 Palestiniens de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Quant au Israël Hayom, il indique qu'un mini-drone palestinien a réussi à pénétrer il y a quelques jours en territoire israélien, toujours à partir de la bande de Gaza. Il a été retrouvé dans un champ israélien, et était porteur d'une charge explosive qui n'a pas explosé. Restons dans le militaire avec une opération massive de Tsahal près de Ramallah pour tenter de retrouver le terroriste responsable de la mort du sergent-chef Ronen Lubarski, Zichrono Livracha. C'est ce terroriste qui a balancé sur la tête du sergent-chef Lubarski la plaque de marbre qui a causé sa mort. De très importantes forces de Tsahal et des gardes-frontières ont pénétré hier dans le camp palestinien d'El Hamari près de Ramallah, ce qui a provoqué des émeutes avec la population palestinienne, au cours desquelles 17 Palestiniens ont été blessés, 15 autres ont été arrêtés. Pour l'instant, le terroriste n'a pas encore été retrouvé. Et en marge, le Yediot Aharonot nous montre une photo émouvante. L'un des officiers de Ronen Lubarski a solennellement remis son propre insigne de l'unité d'élite des Douvdevan au frère de Ronen, Eric. Il s'agit là d'un geste émouvant prouvant l'admiration de l'officier pour le sergent-chef Lubarski, Zichrono Livracha.
Le Haaretz insiste dans la première page de son site d'information ce matin sur la loi votée hier par la Knesset en première lecture, une loi importante qui retire à la Cour suprême le pouvoir de débattre automatiquement de requêtes de Palestiniens. Désormais, avec le vote de cette loi, ce sont les tribunaux de district israéliens qui seront habilités à débattre de telles requêtes et non plus automatiquement la Cour suprême. La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, s'est félicitée de ce vote et elle a affirmé que c'était là un premier pas vers la normalisation de la vie en Judée et en Samarie. Fin de citation. Et directement lié ou pas, le ministre israélien du Tourisme, Yariv Levin, qui est l'un des plus proches lieutenants de Binyamin Netanyahou, a révélé hier sur les ondes de Galei Tzahal, la radio de l'armée, l'existence d'un projet visant à offrir aux habitants des localités isolées de Judée et de Samarie la possibilité d'acquérir un bail sur les terres sur lesquelles ils ont construit leur maison et développé leur localité en Judée et en Samarie. Cette terre leur appartiendra juridiquement pendant plusieurs décennies au moins. Ce projet qui était jusque-là top secret et qui a été initié conjointement par Yariv Levin et par Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, et d'ailleurs une démarche très délicate du point de vue de la justice, du droit israélien, et pour qu'elle puisse être mise en application, eh bien, il est absolument indispensable d'obtenir le feu vert du conseiller juridique du gouvernement, et pour l'instant, Avichai Mandelblit aurait émis de vives critiques à l'égard de ce projet, mais l'on espère, côté israélien, en tout cas au sein du gouvernement ou dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, qu'il trouvera un compromis qui rende donc ce projet de loi constitutionnel et ne soit pas bloqué par la Cour suprême. Le Premier ministre Netanyahou a apporté sa caution à une telle initiative, et puisque nous parlons de justice et de droit, sachez également que le Yediot Ahronoth nous montre en première page, en une ce matin, les principaux dirigeants de la justice israélienne qui étaient hier dans un seul et même avion qui les a conduits à Eilat où s'est ouvert le congrès annuel du ministère de la Justice. On voit sur cette photo Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, ainsi que son conseiller Yair Hirsch, le conseiller juridique du gouvernement Mandelblit, et derrière la présidente de la Cour suprême, Esther Hayut. Le Yediot Ahronoth rappelle qu'il y a 19 ans aujourd'hui étaient découverts dans les profondeurs de la mer Méditerranée les restes du sous-marin Dakar, ce fameux sous-marin israélien qui avait coulé en 1968, il y a 50 ans très exactement, avec 69 membres d'équipage. Et hier, à l'occasion de ce douloureux anniversaire, ça a publié pour la première fois des images de la découverte de cette épave du Dakar. À cette occasion, le Yediot Ahronoth consacre sa page 2 et sa page 3 à ce drame, et il rappelle les faits tragiques. Il nous montre l'une des dernières photos du sous-marin avant le voyage dont il ne reviendra pas. Et ce matin, dans le Yediot Ahronoth, on peut lire le témoignage d'Etan Haber, le célèbre journaliste israélien, qui raconte qu'il avait été témoin de l'annonce faite par les autorités de Tzahal, et en particulier par Moshe Dayan, aux familles des membres de l'équipage du Dakar. L'annonce selon laquelle le sous-marin va couler en Méditerranée. Ce sont des instants atroces que l'on ne peut oublier. Cela s'est passé dans la grande base de formation de l'armée marine israélienne à Haïfa. Il y avait 69 taxis qui transportaient les membres des familles de l'équipage. Les familles se sont rassemblées dans le hangar, et en voyant le ministre de la Défense, Moshe Dayan, l'un des membres d'une famille, a compris alors la raison de sa présence. Il a posé un cri strident peu avant que tous les membres des autres familles ne le suivent. Dans ce cri de douleur, il faudra attendre 31 ans, écrit Etan Haber ce matin, pour retrouver le Dakar. C'était aujourd'hui, il y a 19 ans, et retrouver donc le sous-marin dans les profondeurs de la Méditerranée. Et puisque nous sommes sur Studio Kalita, nous allons vous annoncer un titre plus réjouissant ce matin, puisque nous allons mentionner en évidence la Aliyah en Israël d'un juif célèbre, puisqu'il s'agit de Roman Abramovich, le milliardaire et le patron du club de foot anglais de Chelsea, qui est arrivé hier en Israël et qui est devenu officiellement israélien. Roman Abramovich, qui est aussi Cohen, devrait très rapidement devenir l'Israélien le plus riche au monde, et on ne se fait pas particulièrement de soucis pour son intégration professionnelle en Israël. La manchette du Israël Hayom ce matin est consacrée à une initiative visant à encourager les Israéliens à manger sain, S-A-I-N. L'un des projets du ministère israélien de la Santé publique est de lutter contre l'obésité. Comment ? Eh bien, par exemple, en réadaptant la liste des denrées de base qui sont subventionnées par l'État. Le Israël Hayom cite par exemple la chamenette, le fromage gras israélien, et le beurre, dont la subvention de l'État devrait baisser considérablement au profit de produits comme le thon ou même la trina. Une coalition d'organisations pour une meilleure hygiène alimentaire œuvre en ce sens, et la commission de l'économie de la Knesset devrait s'apprêter à débattre de ce sujet.
Il n'est jamais souhaitable, on le sait, de se féliciter de l'échec de nos adversaires. Voilà pourquoi c'est sans sourire que nous allons vous annoncer, comme le fait ce matin le Yediot Aharonot, que le programme satirique hollandais qui avait il y a 10 jours parodié de manière grotesque avec de sérieux relents anti-israéliens et même antisémites la chanteuse israélienne Netta lors de son succès à l'Eurovision, ce programme, donc de la comique hollandaise de Paris, a enregistré une chute libre d'audimat. Plus de 50% des téléspectateurs en moins en une semaine. Ce n'est pas de bon augure pour ce programme et comme nous l'avons dit, eh bien, nous n'allons pas nous réjouir pour si peu. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h29 minutes. Nous allons marquer une petite pause et j'espère que nous serons dans quelques instants avec Einat Wilf, l'ancienne députée travailliste. Nous parlerons avec elle du droit au retour des réfugiés palestiniens, le sujet de son dernier livre. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.